Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 avril 2026 et notre cher ami et frère, Andrei Martianov, est avec nous. Bon retour parmi nous, Andrei. Avec plaisir. Andrei, en parlant de ce qui s'est passé jusqu'à présent au Moyen-Orient, avec la guerre entre les États-Unis et l'Iran, je ne considère pas qu'Israël en fasse partie, car il ne combattait pas dans cette guerre. Andrei, je pense que la décision de faire la guerre à l'Iran était une décision militaire. Les personnes qui avaient une certaine idée, je parle de Pete Hegseth et de gens comme lui, pensaient pouvoir vaincre l'Iran militairement. Et la décision actuelle d'aller vers un cessez-le-feu ou d'engager des négociations découle de la réalité sur le terrain. Nous avons eu récemment une sorte de raid, quelque chose qui s'est passé en Iran au cours des 4 derniers jours. Ensuite, nous avons eu le briefing sur Donald Trump. Quelle est ta compréhension de la situation? Qu'est-ce qui s'est passé sur le champ de bataille qui les a conduits à des négociations ou à une forme de cessez-le-feu? Je viens de lire les nouvelles. Tu sais, ce truc qui s'affiche avec Windows 10 et Windows 11, ce fichu fil d'actualité MSN. Je l'ai lu là, et apparemment, il y a maintenant des critiques au Pentagone, des critiques de M. Hegseth. Et puis bien sûr, un nouveau scandale est en train d'éclater. Le Pentagone dit en gros qu'il a menacé le pape, qui est, soit dit en passant, le premier pape américain. Donc oui, il faut comprendre qui il est. Il n'a aucune formation militaire. Le ROTC, ce n'est pas une vraie formation militaire. Il n'a jamais dépassé la mentalité et le niveau de connaissance d'un commandant de peloton, au mieux. Je ne sais pas. Et même ça, c'est discutable. C'est ce vieux type tatoué, il était présentateur. Il a étudié la politique. Bon sang. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, étudier la politique à l'université. Donc, tu as ce type qui a été en Afghanistan, il a vu quelqu'un se faire tirer dessus à distance, tu sais, avec une balle de calibre 5,45 ou 5,56, peut-être que quelqu'un a lancé un RPG, peu importe. Puis il revient et pense qu'il peut comprendre et saisir la complexité d'une vraie guerre. Quand on te tire dessus, non pas avec des armes légères, mais avec toutes sortes d'obus, de 45 à 450 kilos d'explosifs qui te tombent dessus presque tous les jours. Qu'est-ce que tu crois qu'il arrive aux gens? Ils meurent. Ils sont traumatisés par les bombardements. Ils sont complètement démoralisés. Et ce n'est pas le genre de guerre que le Pentagone connaît. Ils n'en ont pas la moindre idée. Il n'y a pas un seul officier américain qui comprenne de quoi il s'agit. Sauf peut-être ces types qui ont participé à l'opération militaire spéciale sous couverture en prétendant être « Oh oui, nous sommes des volontaires ». Beaucoup d'entre eux sont morts. En réalité, les Russes les ont désormais identifiés, même au cimetière d'Arlington, tous ces soi-disant volontaires américains qui sont en fait morts. Des officiers de carrière et des sous-officiers tués par les Russes lors d'opérations militaires spéciales. Ils se sont retrouvés dans la même situation. Mais maintenant, il n'y a plus de chair à canon, comme les Ukrainiens, derrière laquelle se cacher. Il faut sortir et agir, et vous agissez contre quelque chose qui n'est pas l'Irak. L'armée irakienne est, disons, pathétique comparée aux capacités actuelles de l'Iran. Et par conséquent, on se retrouve maintenant avec ce désordre au Pentagone. Encore une fois, j'ai été absolument stupéfait de lire que quelqu'un avait réellement menacé le pape. Tout ce que le Pentagone a dit, c'est « Oh non, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Nous lui souhaitons toujours la bienvenue. » Mais le Vatican a essentiellement annulé la visite du pape au Pentagone. Donc maintenant, quelqu'un au Pentagone critique et demande même la destitution de Hegseth. Oui, à quoi vous attendiez-vous? Vous avez un type sans véritable expérience militaire. Le fait qu'il soit allé en Afghanistan, eh bien, beaucoup de gens sont allés en Afghanistan. Nous avons vu ces généraux américains là-bas, ils ont perdu la main dès le départ parce qu'ils ne sont pas bons. Pas bons du tout. Et donc, c'est le secrétaire à la guerre.
Et je comprends que ce soit un poste politique. Le problème, c'est cette histoire à son sujet. Vous savez, il présente toujours ça comme « Oh, je suis un vétéran d'Afghanistan » ou « Je suis un vétéran d'Irak ». Et ce sont bien des vétérans. Ce sont des gens qui y sont allés et ont vécu ces choses horribles que toute guerre ou opération policière de haute intensité peut vous faire subir. Mais lui, il n'a absolument aucune expérience au niveau opérationnel ou stratégique. Il ne comprendrait pas cela. Il connaît quelques formules toutes faites. Il fréquente certains généraux. Mais ce que l'on voit maintenant, surtout quand on constate que même le New York Times et le Washington Post semblent se préparer à bouger et à tout mettre sur le dos de Hesed, c'est évident qu'on est en train de le sacrifier. Que peut-on attendre de Trump, qui est lui-même un lâche et un animal politique, se comportant maintenant comme une collégienne gâtée, à insulter les gens? Et nous regardons cela, et simplement je n'arrive pas à comprendre. C'est censé être une superpuissance. C'est un pays du tiers-monde, enfin, le pire du tiers-monde. Il y a des pays du tiers-monde dont les élites politiques se comportent avec plus d'honneur et d'intégrité, vous voyez? Et en fin de compte, tout cela vient de ce que l'Iran veut fondamentalement, enfoncer le dernier clou dans le cercueil de l'Empire américain et de l'Occident en général. Et ils doivent vivre avec cela. Et oui, franchement, les États-Unis ont été exhibés comme un tigre de papier militaire. Et nous ne parlons même pas d'Israël. Eh bien, Israël dirige tout. Israël possède Trump, il possède le Congrès. Et donc les États-Unis se retrouvent dans une impasse. C'est un casse-tête, d'accord? Ils ne peuvent pas continuer, mais ils ne peuvent pas non plus partir, donc ils sont simplement bloqués. Et Israël, que puis-je dire? Je veux dire, peu importe maintenant ce qu'ils font. Ils sont absolument sans défense, et cela va continuer. Et je pense, il y a beaucoup de gens, j'en parle dans ma vidéo d'aujourd'hui, qui seront mis en ligne assez vite après que nous aurons terminé ici. Téhéran a très bien calculé sa stratégie, tout cela. C'est une stratégie vraiment bien conçue, non sans défaut. Évidemment, on ne peut jamais, vous savez, comme l'a dit Mike Tyson, ton plan est bon jusqu'à ce que tu prennes le premier coup de poing dans les dents. Et ensuite, soudainement, tout tourne très mal. Mais non, l'Iran a essentiellement réussi sur le plan stratégique général. Et sur le plan opérationnel, nous savons désormais ce qui se passe. Donc les États-Unis, leur soi-disant cessez-le-feu ne durera pas, je pense. Et une fois qu'il reprendra, cela n'aura pas d'importance. Nous l'avons vu nous-mêmes aujourd'hui. Même lorsque l'Iran a déclaré qu'il rouvrirait ou passerait directement à 15 navires par jour, cela n'a pas eu beaucoup d'effet sur le pétrole, car les dégâts catastrophiques infligés à ce qu'on appelait autrefois l'économie mondiale sont déjà faits. Et on commence à voir ces manifestations de panique, ce désarroi dans l'Occident réuni. Et Trump, c'est son accomplissement. Eh bien, voilà ce qu'on obtient quand on est une marionnette d'Israël, et que c'est fondamentalement un gouvernement fasciste qui rêve, vous savez, du grand Israël. Ils ont échoué, et ils ne peuvent pas l'accepter maintenant. André, en regardant l'opération, cette soi-disant opération de sauvetage de pilotes, qu'est-ce que c'était? Je veux dire, regarde le niveau de tout ça. Si je ne me trompe pas, ils avaient 12 ou 14 personnes. Nous avions des avions, des C-130, des Black Hawks, des Little Birds, 4 Little Bird. Et regardez ça. Oui, 2 C-130J, spécialement conçus pour l'insertion des forces spéciales. Je veux dire, je ne vois pas comment on peut appeler ça un succès. Enfin, d'abord, on n'en sait rien. Ils essuyaient des tirs. La seule photo que j'avais besoin de voir, pas même les C-130 brûlés et tout le reste, c'était la poutre de queue d'un des petits hélicoptères AH-6 Little Bird. Elle n'avait pas été retirée.
Elle gisait à quelque distance de l'endroit où ces C-130 avaient brûlé, pour une raison ou une autre. Ils ont probablement été touchés par quelque chose. Mais on voyait cette poutre, et elle était complètement criblée d'impacts, d'armes légères, et, vous savez très probablement, d'une mitrailleuse de gros calibre. Donc ça te dit tout ce que tu as besoin de savoir. En gros, parce qu'ils ont effectivement retiré ces Little Bird, ils ont probablement essayé de les utiliser. Quoi qu'il se soit passé ensuite, soit ils ont été abattus, soit, une fois posés, ils se sont retrouvés immédiatement sous un feu très nourri. Ont-ils eu des pertes là-bas? Ont-ils eu des morts dans les forces spéciales? Probablement. Ils ont sans doute emporté les corps de leurs camarades avec eux, quel que soit le moyen d'extraction utilisé ensuite. Mais oui, c'est une catastrophe, un désastre total. Tu vois, quand on regarde ça, c'est comme « Ah oui, bien sûr, si tu me dis que c'était une opération réussie, alors je suis chorégraphe en Chine. » Bref, et puis encore une fois, on ne sait rien de cette femme qui serait prétendument de la CIA ou que l'Iran détiendrait. Je crois que c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Nous devrons attendre et voir s'il y a une sorte d'échange ou autre chose. Vous savez, ce genre de choses se fait généralement à huis clos. Mais oui, honnêtement, je n'appellerais pas ça un succès. J'ai juste de la peine pour les gars des bérets verts et des Rangers qui ont été envoyés là-bas. En gros, envoyés à la mort. Maintenant, on peut s'asseoir et spéculer sur le fait que c'est final une tentative, peu importe, d'extraction d'uranium. Mais quiconque a planifié ça aurait dû y réfléchir. Extraction d'uranium, vous vous moquez de moi? Ils pensent encore qu'ils affrontent une sorte de force irakienne achetée ou quelque chose du genre. Les Basiji se sont immédiatement lancés dans le combat. On peut voir une vidéo d'eux. Ils ont leurs enfants qui courent à leur côté et ils portent des fusils. Cela te dit tout ce qu'il faut savoir sur les Iraniens. Je ne sais pas qui a planifié ça. C'était probablement fait sous une certaine pression politique. Ils ont dû sacrifier leurs hommes, les commandants d'élite, en gros, avec un courage d'acier. Et ils les ont quand même envoyés là-dedans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout simplement inimaginable. Je pense que lorsque la vérité éclatera, ce sera stupéfiant. Eh bien, je veux dire, les Russes, en leur rendant ce qui leur est dû, leur dû professionnel, à ces gars-là, les forces spéciales américaines qui ont essentiellement dû se sacrifier. Encore une fois, vous savez, ils ont probablement essayé de répéter l'assaut de Gostomel, que la division de parachutistes de Pskov et les forces spéciales russes avaient mené avec beaucoup de succès. Ils ont tenu leur aérodrome pendant longtemps, puis bien sûr, une décision politique est intervenue et ils se sont retirés. Mais ils ont pensé, oh oui, on peut faire un Gostomel, hélicoptère et avion. Non, 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 c'est différent. Des circonstances différentes, des conditions différentes sur le terrain et ailleurs. Et donc, quand on regarde cela, c'est comme si quelqu'un pensait pouvoir extraire 450 kg de cette installation nucléaire qui se trouvait elle-même à plusieurs kilomètres de là. Cela n'a tout simplement aucun sens. Ce n'était même pas dans la même zone, ni vraiment dans le même secteur. Donc oui, les Iraniens ont cette installation à Ispahan, avec une porte portant un panneau disant, en gros, « Ici se trouve 450 kg d'uranium ». Et ils n'auraient ni force spéciale, ni garde pour la protéger. Juste des types ordinaires. C'est tout simplement inimaginable et contraire à tout bon sens militaire. André, une partie de ce qui se passe sur le champ de bataille concerne les munitions, les intercepteurs, et pas seulement les intercepteurs, mais aussi les missiles de croisière que les États-Unis utilisent contre l'Iran. L'une des photos que nous avons vues il y a seulement 2 jours montre l'un des intercepteurs qu'Israël utilise.
un intercepteur David Sling. Et la photo indique qu'il a été produit en 2026, cette année. Ils utilisent donc la production de cette année. Qu'est-ce que cela nous dit? C'est simple. Ils n'ont plus rien. C'est aussi simple que ça. On voit des missiles iraniens voler à leur guise. Mis à part le fait que, évidemment, oui, les États-Unis et Israël raclent les fonds de tiroir. Israël lui-même est juste, une fois qu'on enlève tout le baratin et la propagande des médias israéliens aux États-Unis, dont la plupart sont essentiellement contrôlés par Israël ou l'AIPAC, c'est une puissance militaire de troisième ordre. D'accord? La seule chose qu'ils ont vraiment, c'est la défense aérienne. D'accord? Leur infanterie est une plaisanterie. Vous avez vu vous-même ce que le Hezbollah leur a fait dans le sud du Liban. Maintenant, Netanyahou sort et dit « Oh oui, vous savez quoi? Nous sommes prêts à négocier, mais le Hezbollah doit se désarmer. » Vraiment, je veux dire oui, non, ça ne marche pas. Donc ils peuvent continuer à faire ce qu'ils font jusqu'à ce qu'ils en manquent complètement. L'économie israélienne est pathétique. Tu sais combien d'acier ils produisent eux-mêmes? 300 000 tonnes par an. Tu sais ce que ça représente? Pour te donner un exemple, la Russie produit 236 fois plus d'acier, environ 75 millions de tonnes aujourd'hui. C'est un pays du tiers-monde en gros, tu vois? Et la seule chose qu'ils ont, ce sont des armes nucléaires, qui ont été essentiellement volées aux États-Unis. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont les FDI. Le défunt colonel Long, c'est lui qui l'a dit, il faisait partie de la Defense Intelligence Agency, un vétéran de la guerre du Golfe. Il était en contact permanent avec les FDI. Il n'était pas très impressionné. Il disait que c'était essentiellement une force de gendarmerie dotée d'un lourd équipement. Et tu as vu toi-même comment les Merkava brûlaient dans le sud du Liban. Ils sont coincés. La seule chose qu'ils peuvent faire, et c'est ce qu'ils font toujours, tout comme les États-Unis, c'est se nourrir les uns des autres. Ils étaient grisés par leur propre propagande. Tu sais, tu me rends service, je te rends service. En gros, ils se félicitaient mutuellement comme de grandes puissances. Mais en réalité, la seule chose qu'ils savent vraiment faire, c'est mener la guerre à distance avec des armes de frappe. Sans les États-Unis, Israël n'est rien en vérité. C'est un pays du tiers-monde doté de l'arme nucléaire. C'est à peu près tout, militairement, industriellement et pour le reste. Et donc, en conséquence, le bluff a été démasqué. Et une fois de plus, nous assistons à une implosion totale de tout cela. Alors vont-ils continuer? Eh bien, les États-Unis n'ont pas le choix. Ils ne peuvent rien y faire. Ils sont littéralement coincés, car il faut comprendre ce qui se passe. 20%, un cinquième, de l'approvisionnement énergétique mondial est aujourd'hui contrôlé par l'Iran. Point final. Croyez-moi, c'est sous leur contrôle, et rien, pas même les armes nucléaires, ne changera cela. Et il y a autre chose que beaucoup de gens oublient. Les Houthis ont déjà déclaré « Nous sommes avec l'Iran, nous allons nous battre ». Il y a Bab el-Mandeb, la mer Rouge. Regardez combien de commerce y transite. Et puis, bien sûr, juste hier, l'Iran a frappé l'une des stations de pompage de l'oléoduc Est-Ouest en Arabie Saoudite, celui qui mène à la mer Rouge. Vous pouvez donc voir ce scénario se dérouler sous vos yeux, ce qui est évidemment un cauchemar pour Israël. Israël est fini, en réalité, fini tout court. Et pour l'administration Trump, pour les États-Unis et pour l'Europe, c'est terminé. Je veux dire, que pouvez-vous faire? La Pologne a envoyé 3 corvettes là-bas. Oui, bien sûr, cela va tout changer. Et voici le problème auquel personne ne prête attention et qu'il faut absolument soulever. Je vais devoir faire une présentation spéciale à ce sujet. Où est la marine américaine? Oh, je peux vous dire où elle est? Nulle part, à part peut-être quelques SEAL ou quelque chose du genre. Et évidemment, il y a des sous-marins à propulsion nucléaire,
qui, du fait qu'ils sont des sous-marins, ne peuvent pas être détectés par les forces iraniennes et peuvent encore lancer ce qu'il reste de missiles Tomahawk dans l'arsenal américain. Tomahawk missiles in the American arsenal. That's it. You cannot move any asset. C'est comme ça. Vous ne pouvez déplacer aucun atout dans la zone de portée des missiles anti-navires iraniens. Point final. C'est ce qui est arrivé à l'USS Tripoli, qui se trouve maintenant dans le sud de l'océan Indien, car il est pratiquement impossible de déplacer cette unité expéditionnaire des marines. La probabilité qu'elle soit frappée est extrêmement élevée. Et que ferez-vous alors, avec 2500 marines à bord, plus l'équipage de ce LHD? C'est terrible. Cela pourrait être absolument catastrophique. Et nous ne savons toujours pas comment ils ont combattu cet incendie de 30 heures dans la buanderie du porte-avions Gerald Ford. Voilà. Ce que nous avons maintenant, vous l'avez vu vous-même. Tout le monde le voit. Ces navires sont bloqués et il n'y a rien à faire. And nothing you can do about it. André, une partie de l'opération que les États-Unis menaient au Moyen-Orient concernait, tu sais, le détroit d'Ormuz. Donald Trump essayait de convaincre les Européens de s'y impliquer. Aujourd'hui, nous avons de nouveau appris que Trump tente de les pousser. Il parle de ce cessez-le-feu de 2 semaines, mais en même temps, il met la pression sur le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, et sur les pays de l'OTAN pour qu'ils fassent quelque chose à propos du détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que l'Europe peut réellement apporter sur ce théâtre que les États-Unis ne peuvent pas? Que veut Donald Trump d'eux? Écoutez, si vous lisez attentivement ces publications, même celle d'hier à propos de Marjorie Taylor Greene, c'est comme une collégienne gâtée, pleurnicharde, fondamentalement hystérique, qui s'emporte et se conduit mal. Il est mentalement instable, et il faut maintenant l'admettre. Donc, il peut essayer tout ce qu'il veut. Le problème, comme toujours, c'est que les États-Unis veulent que quelqu'un d'autre se prenne les missiles anti-navires, parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre eux-mêmes. Et encore une fois, c'est pathétique. Bon, disons par exemple que c'est, peu importe, la caisse à savon, le Charles de Gaulle, le porte-avions à propulsion nucléaire, avec quelques-uns de ses destroyers ou frégates. Voyons ce qui se passe alors. C'est la seule chose. Le reste, ils ne peuvent déplacer qu'un nombre très limité d'unités de surface. La plupart d'entre eux sont construits et conçus pour transporter des systèmes de lancement vertical MK-41 qui sont chargés des mêmes Tomahawk. Ils disposent de quelques missiles anti-navires, la plupart subsoniques. En fait, ils sont tous subsoniques. Alors, laissons la France s'en charger, tu vois, et voyons ce qui se passe. Je suis à peu près sûr que les forces iraniennes salivent à l'idée de voir apparaître dans leur ligne de mire un destroyer ou quelque chose du genre, pour ainsi dire. Quant à Trump, il essaie essentiellement de se cacher derrière le dos de l'OTAN, de soi-disant alliés, ou plutôt de leurs navires. Mais ces navires sont occupés par des gens qui ne veulent pas mourir non plus, tu vois. Donc, chacun d'eux est en somme une bande de criminels. Et pour gars aussi mayem. I will talk about it at some point of time also. But I mention it all the time. Je veux dire, j'en parle tout le temps. Quand on regarde les élites militaires et politiques, ce sont une bande d'incapables. La seule chose qu'ils savent faire, c'est rester élus et conserver leur poste. J'ai lu aujourd'hui une déclaration du chef de l'armée française, Mandon. C'est un enfant. Il ne comprend pas de quoi il parle. Ils n'ont pas les ressources, ils ne comprennent pas comment tout cela fonctionne. La seule chose qu'ils comprennent, c'est qu'une fois à portée, ils seront coulés, ils seront frappés, et les conséquences seront catastrophiques, surtout pour un peuple aussi sensible que les Français. Les Britanniques, eux, n'ont pas grand-chose. Ils préfèrent garder le porte-avions qu'ils ont actuellement dans la relative sécurité de l'Asie du Sud-Est.
André, la façon dont Donald Trump parlait de la guerre, il a dit qu'il allait mettre fin à une civilisation en parlant de l'Iran, qu'il allait l'anéantir. Quand quelqu'un comme Donald Trump publie quelque chose de ce genre, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pense-t-il vraiment que même l'utilisation d'armes nucléaires peut détruire une civilisation? You have to understand. First, we have to understand the ceasefire for which United States. D'abord, il faut comprendre le cessez-le-feu que les États-Unis réclamaient désespérément. Les États-Unis suppliaient l'Iran depuis le 16 mars. C'est pour ceux qui ont la capacité d'attention d'un poisson rouge dans un aquarium. Les États-Unis n'ont pas simplement dit « Oh oui, faisons un cessez-le-feu ». Non, ils le demandaient depuis le 16 mars. Et c'est d'ailleurs le titre de ma vidéo d'aujourd'hui qui sortira après celle-ci. Elle s'intitule « Impératif ». L'Iran a présenté 10 points pour les négociations pour une raison simple, qu'ils soient rejetés. Ce sont en réalité de très bonnes stratégies. C'est très similaire à la déclaration de la Russie en décembre 2021, qui était elle aussi impérative, à prendre ou à laisser. Pas du genre on verra, on continuera. L'Iran est prêt, et c'est tout le point. L'Iran peut encaisser. Ils peuvent continuer. Ils connaissent leurs propres arsenaux. Ils savent combien d'armes ils possèdent. Ils ont affiné leurs tactiques et leurs opérations. Et les États-Unis n'ont pas le temps, ni les arsenaux, pour continuer ainsi. Alors, que reste-t-il? Je ne sais pas. Veulent-ils des troupes au sol? Oui, ils peuvent envoyer des troupes au sol et voir ce qui se passe. Ce sera un massacre. Et nous en sommes là, avec Trump désespéré et complètement hors de contrôle. Il ne peut pas maîtriser ses accès de colère. C'est un narcissique, un égocentrique, un maniaque mégalomane. Nous voyons maintenant apparaître ouvertement les premiers signes de démence. Mettez tout cela ensemble et vous obtenez un mélange mortel chez une personne qui n'est pas normale. Il ne peut se concentrer sur rien. Il ne comprend même pas ce qu'il veut. Et il est contrôlé par Israël, parce qu'il faut comprendre, toutes ces explosions, ces tactiques, ces opérations, elles ont tendance, pour l'instant, à brouiller un peu le fait principal. Il est mentionné 5500 fois dans les dossiers Epstein. On ne peut pas encore l'accuser à cause de la présomption d'innocence, mais tout le monde comprend de quoi il s'agit. Tous ceux qui ne sont pas complètement idiots, qui vénèrent ce, disons, golem, en somme, une marionnette du gouvernement israélien, du Mossad, et il est totalement empêtré dans le contrôle exercé par ces flagorneurs, qui sont des sionistes chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des gens dont la loyauté va à Israël. Et donc, quand on regarde cela, oui, il finira probablement, à un moment donné, par devenir fou. Je veux dire, il va exploser parce que c'est une bombe à retardement. Et que fera-t-il? La seule chose, probablement la grâce salvatrice ici, c'est qu'il est aussi un lâche. Nous savons maintenant que c'est un fait établi. Donc, quand il menace de détruire une civilisation qui est plus de 20 fois plus ancienne que les États-Unis en tant que pays, il ne sait pas de quoi il parle. C'est sa réaction pathétique, hébétée, d'un gamin gâté d'âge mûr qui se débat. Et comme l'a dit Michael Brenner aujourd'hui, le merveilleux Michael Brenner, l'un des rares penseurs vraiment profonds du monde universitaire américain, il a écrit que les États-Unis se sont moralement avilis, complètement. Ils se sont totalement avilis. Ils n'ont plus aucune moralité, aucune autorité morale sur quoi que ce soit. Ils ont participé à l'atrocité et au génocide à Gaza. Ils ont participé aux crimes de guerre en Ukraine. Et il s'est désormais avili au point que le président des États-Unis se comporte ainsi. C'est incroyable. Le reste du monde l'a remarqué. C'est une honte nationale, une humiliation nationale. Et il peut dire ce qu'il veut. Et pour lui, ce cessez-le-feu est en quelque sorte une façon de se sortir du coin de diarrhée verbale qu'il a lui-même créé lorsqu'il disait « Oui, nous ramènerons l'Iran à l'âge de pierre, nous détruirons la civilisation. » Et devinez quoi?
il a traité les Iraniens d'animaux. La fonction de président des États-Unis, POTUS, a été humiliée et avilie. C'est un véritable zoo. C'est douloureux pour moi de le dire, car j'ai vécu aux États-Unis pendant plus de 30 ans, et voir ce que le pays est devenu est incroyable. Andrei, le problème fondamental, c'est le comportement d'Israël aujourd'hui. Car juste après l'annonce du cessez-le-feu, nous avons vu ce qu'Israël a fait au Liban. Ils ont attaqué, tout simplement, ils ont attaqué le Liban et tué de nombreuses personnes, de nombreux civils. Ils ont tué des civils. Israël est une puissance militaire. Ce sont principalement, comme l'a dit le colonel Alex, des gendarmes. Eh bien, maintenant, ils les appellent des bataillons punitifs. Ce sont des fascistes. La seule chose qu'ils savent faire, c'est tuer des civils. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Ce sont des soldats pitoyables. Ils n'ont aucune endurance. Ils sont en train de se faire brûler à nouveau. Encore une fois, écoutez, Israël est maintenant le cancer. Il faut le comprendre. On peut le dire ouvertement. Ils commandent. Il y a en réalité 57 millions de sionistes chrétiens aux États-Unis. Des gens qui n'ont aucune loyauté envers les États-Unis, envers la Constitution, envers le peuple américain. C'est là que réside leur base de pouvoir. Ils rêvent du grand Israël. Ils veulent prendre des parties de l'Irak, de l'Égypte et d'autres territoires. Ils se comportent comme des nazis parce qu'ils le sont. Le sionisme est essentiellement un fascisme juif. C'est ce que c'est, expansionniste. Et ils utilisent toujours l'antisémitisme comme couverture pour eux-mêmes. Mais j'ai regardé les visages des gens. Ils tuent des enfants civils. Ils attaquent des enfants. Ils aiment attaquer des enfants. Après ce qu'ils ont fait à ce gamin d'1 an, en lui écrasant des cigarettes, tu sais, ce pays doit disparaître. Et il disparaîtra. Il se dissoudra lui-même, parce que c'est le mal absolu concentré. Alors, que puis-je dire? Penses-tu que la société aux États-Unis en est arrivée à ce point? Parce que beaucoup de gens en parlent. Ce n'est pas seulement une question de « eh bien, c'est tout un ensemble ». Les personnes qui soutiennent Donald Trump, celles qui ont voté pour Donald Trump, se demandent « pourquoi soutenons-nous Israël dans tout ce qu'ils font ?» Comme tu l'as mentionné, tout tourne autour de la mort et de la destruction des pays voisins. Et ce soir, ils vont attaquer à nouveau. Ils ont dit que ce soir marquait 50 jours, comme s'ils avaient une sorte d'échéance pour Gaza, pour que le Hamas se désarme. Mais ils disent que le Hamas ne se désarme pas. Et c'est pour cela qu'ils vont reprendre les attaques. C'est incroyable. Je ne comprends pas comment les gens aux États-Unis peuvent encore accepter le comportement d'Israël et continuer à le soutenir. Eh bien, cela changeait lentement, mais cela changeait. Mais il faut comprendre qu'il y a cette génération de baby-boomers, pour la plupart issus des sciences humaines, bien que pas exclusivement. Des types fumeurs de joints qui sont passés par Woodstock, pour la plupart des objecteurs de la conscription, qui n'ont jamais connu de véritables difficultés dans leur vie. Et puis, après avoir eu leur dose de drogue, de sexe et tout le reste, ils ont soudainement décidé « Oh mon Dieu, il faut qu'on devienne chrétien né de nouveau ». Et ils sont devenus des dispensationalistes, nés de nouveau, les défenseurs d'Israël. Et alors, devine quoi? Ils se préoccupent davantage de leur stock option que du sort des États-Unis. Le peuple américain, en somme, la base, la colonne vertébrale de la civilisation américaine, est en train d'être détruit. Ce n'est pas seulement la civilisation du pays, c'est la classe moyenne et ouvrière blanche qui est essentiellement anéantie par leur politique. Et en conséquence, nous en sommes là. Devinez qui ils sont? Principalement des sionistes chrétiens, ces baby-boomers. Ils adorent aussi leur évangile de la prospérité, vous savez. Ce sont des gens sans morale. Ils se moquent du nombre d'enfants arabes ou iraniens tués. La seule chose qui les intéresse, car ils ne se sont jamais souciés d'autre chose dans leur vie,
Ce sont leurs propres intérêts. Toutes ces fables selon lesquelles ils étaient contre la guerre, balivernes. All those fairy tales about that they were anti-war, they are warmongers, most of them. Ce sont des va-t-en-guerre, pour la plupart. Et quand on y regarde de plus près, en gros, comme Tucker Carlson en parlait avec un type il y a quelques jours, on peut le vérifier. C'était à propos de ce qu'est le sionisme chrétien. Ce sont essentiellement des juifs talmudiques, enveloppés dans leur christianisme. Voilà qui ils sont. Ils n'ont de loyauté envers rien d'autre que leur portefeuille d'action. Et Israël, parce qu'ils sont tellement lâches que la seule chose à laquelle ils pensent, c'est de lier leur salut à une hérésie issue de la Bible de Scofield. Et encore une fois, écoutez, nous faisons face à un problème métaphysique. Cela ne se résoudra pas par la force militaire. La société américaine doit soit se purifier elle-même, soit mourir. Et les États-Unis disparaîtront en tant que pays, ce qui semble désormais très probable. Je ne sais pas à quel point la probabilité est élevée, mais c'est soit cela, soit les États-Unis cesseront d'exister comme pays unifié. Ils se désintégreront. Et en dehors du fait qu'ils ne seront déjà plus jamais, du moins de notre vivant, aussi prospères qu'ils l'ont été autrefois, tu sais, à un certain moment. Encore une fois, c'était principalement alimenté par le crédit bon marché. Ces opportunités ont été anéanties par tous ces types égoïstes de Wall Street, les banquiers et tout ce qui s'ensuit. Alors qu'avons-nous? Nous avons un pays encore intrinsèquement riche, mais le système ne fonctionne que dans un sens, pour appauvrir la majorité des gens. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment même. Les États-Unis n'ont plus aucune moralité. C'est fini. Vous avez mentionné que les États-Unis sont une civilisation, et je crois, effectivement, que les civilisations peuvent se reproduire elles-mêmes, même lorsqu'elles sont réduites en cendres. Elles peuvent renaître et se perfectionner. Est-ce que cela se produit? Est-ce que cela va se produire? Eh bien, nous parlions de certaines régions qui sont littéralement en cendres et qui doivent se reconstruire dans ces zones. L'une d'elles, vous venez de la mentionner. Lorsque vous ne considérez pas les autres comme des êtres humains, vous les traitez d'animaux. Ce ne sont pas de beaux termes à employer aujourd'hui. Non, c'est une décomposition et une dégénérescence totale de la civilisation. On peut parler de Rome et de son déclin, car les États-Unis adorent se comparer à Rome, ce qu'ils ne sont pas. Mais oui, les États-Unis sont une civilisation. C'est plus qu'une simple nation. Mais je peux vous dire une chose, à moins que cette hérésie et ce culte mortifère du sionisme chrétien ne soient extirpés du corps des États-Unis, les États-Unis mourront. Mais une civilisation peut-elle renaître? Oui, c'est possible. Et encore une fois, regardez les États-Unis. C'est un pays intrinsèquement riche. Il possède toutes les ressources. Pour ce faire, il reste encore des traces de cet esprit américain talentueux et entreprenant. Non seulement chrétien blanc, mais chrétien au sens habituel, celui des classes ouvrières et moyennes chrétiennes. Mais il est là. En gros, ça va. Sinon, c'est fini. Mais ils ont essayé de l'éliminer, et évidemment, ils l'ont perverti sur les plans moral, financier et autres. Et encore une fois, cette mythologie autour de l'armée américaine, le militarisme américain, est presque grotesque. C'est caricatural, d'accord? Vous avez un pays qui a essentiellement inventé sa propre histoire militaire, sans rien enlever aux héros américains qui ont combattu avec bravoure. Et vous savez, surtout quand on regarde la Seconde Guerre mondiale, mais même mes compatriotes, les gens sur mon blog, dans mes discussions, les Américains, disent « Vous savez quoi? Il faut que nous arrêtions ça. » Les États-Unis n'ont jamais été en infériorité numérique, n'ont jamais combattu avec une main attachée. Ils ont toujours affronté des ennemis plutôt faibles comparés aux États-Unis, sans parler d'adversaires complètement impuissants comme l'armée irakienne. Il faut donc le comprendre.
Les États-Unis ne sont toujours pas une puissance continentale et ne le seront jamais. C'est une question de culture et de géographie. Mais la civilisation américaine vaut absolument la peine d'être sauvée. But American civilization is absolutely worth saving when you consider their contribution, cultural contribution. Lorsque l'on considère la contribution culturelle de la civilisation américaine, qui bien sûr inclut non seulement les Blancs, mais aussi les Noirs, on trouve le jazz, le blues, toutes sortes de littérature et d'arts américains très dynamiques. Nous avons de merveilleuses idées, des idées républicaines, non pas le Parti républicain, qui est un cloaque corrompu de lâches et de partisans d'Israël, mais des idées républicaines importées de l'héritage classique de la civilisation occidentale, les Grecs, les Romains, et ainsi de suite. Mais quelque chose s'est produit. Et ce quelque chose s'est produit avec l'essentielle judaïsation de toute la culture américaine, qu'Hollywood a transformé en cette perversion qu'ils vendent. Et quand on regarde Washington, D.C., comme je l'ai déjà dit, les États-Unis n'ont pas un Congrès américain. Ils ont une Knesset 2.0. Vous avez une administration qui travaille strictement pour Israël et les donateurs de Donald Trump. Et ses maîtres marionnettistes, comme Netanyahou et le chef du Mossad. Vous savez, tout le monde comprend qu'il est victime de chantage. La seule question, c'est sur quoi porte ce chantage. C'est une autre histoire. Si on en arrive là, mon idée, c'est le 25e amendement, ou la mise en accusation, la condamnation et la destitution. Ensuite, il devra comparaître, vous savez, à la barre, pour donner des dépositions ou autres. Mais, vous savez, on ne peut qu'espérer. André, penses-tu que l'ajout, tu sais, du chef de l'équipe de négociation en ce moment, J.D. Vance, va changer quelque chose dans les négociations? Non, c'est littéralement, il faut sauver le soldat Vance. Parce qu'évidemment, le Parti républicain n'a personne de mieux. J.D. Vance était censé être cette nouvelle figure, une nouvelle génération, séduisant les jeunes qui ne sont pas très enthousiastes à propos d'Israël, pour le dire gentiment, ce qui est bien. C'est génial, c'est une excellente tendance. Le problème, c'est qu'ils essaient de le blanchir et de le présenter comme le type qui était au moins tacitement opposé à la guerre avec l'Iran et à ce genre de choses. Mais je doute qu'ils y parviennent. Le Parti républicain est un parti israélien, encore plus que les démocrates. Les démocrates ont aussi tout un tas de leurs propres opposants, les sionistes, chrétiens et, vous savez, les partisans d'Israël avant tout. Mais je veux dire, le Parti républicain est sous influence israélienne, d'accord? Disons-le comme ça. Donc, il va être très difficile de faire quoi que ce soit de vraiment concret en ce qui concerne les élections de mi-mandat. Et une fois que leurs élections de mi-mandat seront perdues par, vous savez, essentiellement les électeurs américains, on pourrait se retrouver avec une dictature à parti unique, qui serait celle des démocrates. Mais j'espère que les gens disent « Oh oui, un troisième parti est impossible aux États-Unis ». Eh bien, en réalité, la majorité des Américains se rapprochent de ce qu'on appellerait un courant indépendant et ils ont besoin de leur parti normal, vous savez, modérément conservateur et centriste. Un parti politique qui représenterait la majorité de la population américaine, en intégrant toutes sortes de voix issues des communautés blanches, noires et latinos, des gens qui en ont assez des absurdités qui se produisent. Mais ce duopole, ce n'est pas vraiment une kakistocratie, c'est une oligarchie, tu vois. Il faut comprendre que chaque membre du Congrès, homme ou femme, est possédé par les entreprises et par leurs donateurs. Le système politique lui-même a cessé de fonctionner. C'est comme un moteur qui s'arrête soudainement de tourner. Alors, tu as de la fumée noire qui en sort et il finit par se détruire lui-même. C'est le processus dans lequel nous sommes. Et c'est pour cela qu'il y a tant de ramifications, pour ainsi dire, de possibilités ici. J'en viens presque à dire, ah oui, chaîne de Markov.
I almost have to go there. Oh yeah, mark of chain. You have to know. This is. But it is. Il faut savoir que c'est très très vaste en termes de conséquences. Mais le système lui-même, il ne fonctionne tout simplement pas. En gros, nous assistons à l'effondrement de la civilisation américaine en cours. Comme nous l'avons déjà dit, s'il existe une civilisation comme la Russie qui a renaît de ses cendres tel un phénix, les États-Unis pourraient-ils en faire autant? Pas avec ce système politique, car on ne peut pas le changer par le vote. Ils sont totalement corrompus. Mais une nouvelle génération, peut-être que je ne vivrai pas assez longtemps pour le voir, pourrait finir par pousser à un véritable changement, surtout sous la pression des réalités économiques qui font que les États-Unis deviennent plus pauvres, beaucoup plus pauvres. Et maintenant qu'en gros, l'Iran fait ce qu'il fait, prenant soudainement le contrôle de tout le Moyen-Orient, certains processus politiques et économiques vont forcer ce changement. Cela inclut le fait que les Israéliens, il y a une raison pour laquelle ils censurent tout. Israël est dévasté. Ils ont cette façade Netanyahou et tous ces fanatiques sionistes assis là, mais ils n'ont aucun moyen d'action. Sans les États-Unis, il n'y a rien, absolument rien. André, si nous voyons les choses un peu plus positivement concernant J.D. Vance, ces négociations pourraient être une occasion en or pour lui, non seulement avec l'Iran, mais peut-être qu'ensuite il pourrait aussi discuter avec les Russes. Il suffirait de laisser ces deux types, Steve Whitcomb et Jeff Kushner, en retrait. Mais s'il négocie avec ces deux pays, l'Iran et la Russie, est-ce que cela va l'aider? Est-ce que ce sera... Peut-être, dans une certaine mesure. Peut-être. Encore une fois, le processus de sauver le soldat Vance est en plein essor. D'accord, nous comprenons cela. Que peut-il faire? C'est une toute autre histoire. Il faut comprendre que J.D. Vance, quel que soit son parcours, et nous le connaissons, son parcours et tout le reste, discuter et négocier avec l'Iran, c'est une chose. Mais pouvez-vous l'imaginer en train de négocier et de rencontrer Vladimir Poutine? Pour lui, c'est un gamin, un petit. C'est aussi simple que ça. Ce sont des ligues différentes, sur le plan intellectuel, de l'expérience et du pouvoir réel. Par exemple, s'il se rend là-bas et rencontre Vladimir Poutine, il rencontrera le chef d'une véritable superpuissance mondiale, capable de changer le monde et qui est le seul pays pouvant rayer les États-Unis de la carte. C'est une toute autre histoire. Peut-il gérer cela? Je ne sais pas. Vous savez, cela dépend aussi beaucoup de l'équipe que l'on réunit ou que l'on s'entoure. Trump s'est entouré principalement de sycophantes et de personnes que le Mossad lui aurait dit de nommer. Et puis il y a Myriam Adelson, sa principale financière, tu sais, et son défunt mari. C'était le type qui disait « Oh, faisons exploser une bombe nucléaire au-dessus de l'Iran. » Oui, voilà l'administration Trump. Voilà qui ils sont. Pete Hegseth est un fanatique issu du courant de la Bible de Scofield. Il rêve du troisième temple parce qu'il est idiot, tellement peu instruit et inculte. Alors, quand tu regardes tout ça, vois-tu d'autres options? Où sont les gens qui ont de la moralité, de l'intégrité, au moins une certaine compréhension des choses, surtout des questions militaires, alors que le Pentagone est totalement incompétent sur le plan militaire? Il suffit de regarder les programmes d'acquisition des États-Unis. Ils sont rédigés à un niveau maternel. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas à Washington, D.C. Heureusement, je suis sur la côte complètement opposée des États-Unis, dans l'État de Washington. Et c'est comme ça que je l'aime. Je ne veux pas être près des centres américains du pouvoir et des intrigues, avec tous ces traîtres impitoyables et perfides travaillant pour Israël et qui sait pour qui d'autre. Donc je suis heureux d'être ici. Mais ont-ils ces gens-là? Non. Ce sont tous des animaux de l'appareil politique qui ne savent que naviguer dans ce système corrompu, pour rester en poste, pour conserver leur sinécure qui leur offre ce qu'elle leur offre. De quoi payer leur club de golf, leur voiture de sport, leurs prostituées qu'ils engagent.
for their sports cars, for their prostitutes they hire. So this is the level. This is what. Voilà donc le niveau. Voilà ce qu'est Washington, D.C. Un marécage totalement corrompu. Et vous ne pouvez rien y faire, du moins pour l'instant. J.D. Vance, il faut avoir des nerfs d'acier et il faut posséder ce que les États-Unis n'ont pas. Si vous comparez cela à ce qui s'est passé en Russie à la fin des années 1990 et au début des années 2000, quiconque pense que Eltsine s'est retiré de lui-même, je lui vends un pont. Mais encore, faut-il avoir une armée véritablement professionnelle et patriotique? Il faut avoir des services de renseignement qui travaillent réellement pour la Russie. C'est de là que viennent Vladimir Poutine et le Conseil de sécurité nationale de la Russie. Les États-Unis n'ont pas cela. La CIA et toutes ces agences, elles travaillent principalement pour le Mossad. Il n'y a personne pour dire « ça suffit, il faut faire quelque chose ». Non, ils vont courir vers leurs membres du Congrès corrompus en essayant de leur dire « oh, les choses vont mal ». Devine quoi? Les membres du Congrès et les sénateurs sont eux-mêmes corrompus. Alors on se retrouve dans une situation où l'on regarde ce qu'on appelle l'élite et où l'on se dit « Mon Dieu, ce sont des gens formidables. Je peux les croire, je peux leur faire confiance, je vois où ils vont. » C'est ce qui s'est passé avec la Russie. Aux États-Unis, jusqu'à présent, ça ne s'est manifesté d'aucune manière. Ce sont surtout des escrocs politiques, des démagogues et ce genre de choses. André, quand tu parles d'un troisième parti aux États-Unis, on sait que par exemple RFK Jr., Bobby Kennedy, a essayé. C'était pas aussi populaire que, tu sais, quelqu'un comme Tucker Carlson. Mais penses-tu que quelqu'un comme Tucker Carlson, qui a ce genre de base un peu partout, chez les démocrates, les républicains, les gens du centre, est-ce qu'il serait possible pour quelqu'un comme lui de... Yeah. Tucker, he can run. I can tell you more. He probably. Il peut se présenter. Je peux te dire davantage. Il va probablement remporter l'élection présidentielle. Mais il lui faudra un parti. Évidemment, nous savons que le Parti républicain est complètement, encore une fois, c'est pas un parti américain, c'est un parti israélien. Les démocrates sont fondamentalement fous. Ils vont complètement détruire les États-Unis à cause de leur politique électorale. Et, enfin, je veux dire, ils sont fous, d'accord? Ils sont fous, mais d'une autre manière. Les deux partis sont totalement corrompus et ils représentent la classe néolibérale qui ne se soucie que de ses portefeuilles d'actions. Ils se moquent du nombre d'enfants qui ont faim aux États-Unis. Ils s'en moquent. Leur tâche consiste à soutenir toutes sortes de déviances. Ils organisent et, tu sais, légitiment la pédophilie, par exemple. Donc, voilà qui ils sont. Mais Tucker, oui, il le peut. Mais encore une fois, nous savons qui dirige tout ça. Tu te souviens de Charlie Kirk? Oui, tout le monde pense que c'était Israël, évidemment. Nous comprenons cela. Et encore une fois, les forces de l'ordre et les agences de contre-espionnage américaines sont pathétiques. Elles sont complètement sous le contrôle d'Israël. Elles ne feront rien. Je veux dire, elles sont totalement sabotées, totalement compromises. Et c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. C'est ce que je dis, c'est une décomposition. Les États-Unis se décomposent. Nous sommes en plein dedans. Et c'est contrôlé par une puissance étrangère. Chaque institution médiatique, tu sais, comme Hollywood, regarde ça. Eh bien, Hollywood est mort. Plus vite cela meurt, mieux c'est. Moins la corruption se répandra. Nous devons donc accepter cette réalité. Combien de personnes à Washington, D.C. acceptent cette réalité? Eh bien, il faut comprendre qu'elles ont des familles, des prêts immobiliers à rembourser, et ainsi de suite. Comme je l'ai déjà dit, les clubs de golf, ils vivent dans un monde où le pouvoir compte, où il faut se mettre en avant. Tout cela est exhibitionniste. Mais en réalité, comment dire, si Tucker se lançait dans un troisième parti, sa vie serait vraiment en danger, car il pourrait attirer beaucoup de monde. Je m'inscrirais dans le parti de Tucker. Beaucoup de gens le feraient,
vraiment beaucoup, vous savez, à la fois parmi les démocrates plus conservateurs et les types du GOP-centriste, les GOPers, pour ainsi dire. GOPs and GOPers, so to speak. It's possible, but there have to be C'est possible, mais il faut que des conditions sérieuses soient réunies pour que cela se produise. Et l'un des points essentiels, c'est que Tucker doit bénéficier d'un véritable soutien solide de ce qu'on appelle en Russie les siloviki, le bloc du pouvoir. Mais regardez le Pentagone, la CIA et le FBI. Seigneur, ils sont complètement compromis et pas très brillants. Nous assistons à des décennies de sélection négative, les pires parmi les pires accédant au sommet. C'est donc une situation épouvantable, vous savez. Et encore une fois, les États-Unis ont du militarisme, mais ils n'ont pas de véritable culture, tradition ou valeurs militaires. Cette profondeur d'ancrage culturel dans la société que les Russes avaient. C'est pour cela que Vladimir Poutine a été possible. C'est pour cela que Nikolai Patrushev a été possible. C'est pour cela que Mikhail Mishustin est possible. C'est pour cela que Medvedev est possible. Ce fut une opération incroyable, trompant ce qui était alors un Occident uni et assez puissamment constitué. Et quand on regarde comment la Russie a navigué à travers tout cela, ce sont de vrais professionnels, avec le feu en eux, le feu dans leur cœur, aimant leur pays, prêts à se sacrifier pour elle. La seule chose qu'ils savent faire, c'est aller quelque part, faire exploser et tuer des civils. C'est à peu près tout. Merci André. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Take care. Bye bye.